Le 3 janvier 2026, quelque chose que personne n'aurait jamais imaginé s'est passé. Des forces spéciales américaines ont pénétré un pays souverain, ont lancé des attaques militaires, des frappes militaires sur ses installations et sont repartis avec son président menotté, les yeux bandés, dans un navire de guerre américain. Ce président s'appelle Nicolás Maduro, c'est le président du Venezuela depuis plus de 10 ans. Et ce soir-là, quelque chose a changé dans l'ordre mondial. Pas seulement pour l'Amérique latine, mais pour le monde entier et pour l'Afrique en particulier. Aujourd'hui, on analyse ensemble ce qui s'est réellement passé, pourquoi ça a été possible et ce que les présidents africains doivent retenir de ces événements. Revenons sur les faits car la réalité dépasse la fiction. Le 3 janvier 2026, aux environs de 2 à 3 heures du matin, la capitale vénézuélienne s'est réveillée avec des explosions puissantes. En quelques heures, les forces spéciales américaines ont investi les lieux stratégiques de Caracas et plusieurs zones côtières. Le président Nicolás Maduro et son épouse ont été capturés puis transférés aux États-Unis. L'opération a été menée par la Delta Force de l'armée américaine avec l'appui du service américain de renseignement, la CIA, qui était déjà présente sur le terrain. Ce n'est pas une opération de police, c'est une opération de très grande envergure militaire menée sur un État souverain par un autre État sans mandat de l'ONU. Et la justification officielle, Washington a décrit cette opération comme une opération d'extradition judiciaire en exécution d'un mandat d'arrêt de narcoterrorisme. En gros, les États-Unis accusent le président vénézuélien de terrorisme et de narcoterrorisme international, raison pour laquelle ils se sont chargés de le capturer même sur le siège présidentiel. Mais les experts juridiques internationaux ne sont pas d'accord avec tout ceci. Ils représentent ceci comme une violation grave du droit international car aucun mandat du Conseil de sécurité de l'ONU n'a autorisé cette opération et aucune justification légale n'a été donnée par les États-Unis. Et le président Donald Trump lui-même a dit quelque chose de très révélateur pendant son discours lors de la conférence de presse. Il a prononcé 7 fois le mot pétrole et aucune fois le mot démocratie. Cependant, quelles sont les vraies raisons de cette opération ? Pour comprendre réellement pourquoi les États-Unis ont mené cette opération, il faut essayer de comprendre ou il faut voir ce que représente réellement le Venezuela sur la carte des ressources mondiales. Le Venezuela détient la plus grosse quantité de pétrole prouvée dans le monde avec plus de 17% de la totalité globale mondiale. Environ 300 milliards de barils de pétrole lui seul. C'est bien plus que ce que l'Arabie Saoudite possède, c'est une richesse colossale pour le Venezuela. Or, pendant des années, ce pétrole alimentait des alliances que les États-Unis considèrent comme une menace directe. Le régime vénézuélien de Nicolás Maduro préférait vendre son pétrole aux pays comme la Russie, la Chine, le Hezbollah et même l'Iran. Pour l'administration de Donald Trump, laisser ces grandes puissances mondiales contrôler indirectement les plus grandes réserves de pétrole dans le monde était tout simplement inacceptable. Pour les analystes proches de l'administration des États-Unis, cette opération était une opportunité immense pour les États-Unis, à savoir renforcer et réaffirmer sa domination dans tout le continent américain en réduisant en néant toute influence des pays comme la Chine et les États-Unis à Caracas ou alors dans toute l'Amérique latine. Derrière les discours de démocratie et de trafic de drogue annoncés par le président Donald Trump, il y a une réelle bataille géopolitique de contrôle de ressources et des influences. Ce n'est pas nouveau pour les États-Unis, mais cette opération est d'une telle envergure que le monde n'en avait jamais vu depuis des dizaines d'années. À la fin de cette opération, les réactions internationales n'ont pas cessé de pleuvoir. La Russie a condamné ces attaques américaines en territoire souverain vénézuélien et a réaffirmé sa solidarité au peuple vénézuélien. La Chine a fait pareil, tandis que les pays de la sous-région comme la Colombie, le Brésil, le Chili ont exprimé une condamnation forte de ces actes, dénonçant ainsi la violation de la souveraineté d'un État membre de l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU a rappelé les normes fondamentales du droit international qui ont été gravement mises à l'épreuve par cette intervention. Le représentant du Venezuela au Conseil de sécurité de l'ONU a qualifié la date de 3 janvier 2026 de date d'une gravité historique profonde, non seulement pour le Venezuela, mais pour toute la communauté internationale. Après ces condamnations, personne n'a bougé, ni la Chine, ni la Russie, ni l'ONU. Les États-Unis ont frappé et le monde a regardé. Et c'est là que ça devient intéressant pour l'Afrique. Voici la question centrale, est-ce qu'un tel scénario pourrait un jour se produire sur le continent africain? La réponse se doit d'être honnête.
Les conditions qui ont rendu l'opération possible au Venezuela existent aussi en Afrique. La première condition est avoir les ressources naturelles convoitées par les grandes puissances. L'Afrique regorge d'énormes ressources minières convoitées par les puissances telles que le fer, l'or, l'uranium, le cobalt et même le pétrole. La deuxième condition est avoir des dirigeants jugés illégitimes par les États-Unis et leurs alliés, des dirigeants qui auraient des alliances jugées hostiles par ceux-ci. Aujourd'hui, plusieurs pays africains cochent cette case, notamment les pays de l'AES, exactement le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La troisième condition est l'absence d'un système de défense collectif africain capable de dissuader toute intervention extérieure. L'Afrique ne possède pas d'armes stratégiques comme les armes nucléaires ou les bombes à hydrogène. Selon l'ONU, le droit international prévoit une immunité pour tous les chefs d'État en exercice. Mais comme l'a montré le cas avec le Venezuela, notamment avec le président Nicolás Maduro, ce droit n'est plus totalement garanti avec les États puissants comme les États-Unis qui décident de ne pas la respecter et ne bénéficient d'aucune sanction ou d'aucune inquiétude après des actes aussi graves. Ce n'est pas un appel à la panique, c'est un appel à l'analyse froide. L'Afrique doit observer ce précédent et tirer des leçons stratégiques sur la souveraineté, les alliances et sur la construction des institutions continentales fiables et solides. Ce qui se passait le 3 janvier 2026 au Venezuela n'est pas seulement l'histoire d'un président élu qui finit en prison. C'est un message clair envoyé à toute la géopolitique mondiale du 21e siècle, qui est exactement ceci. Posséder des ressources stratégiques convoitées par les grandes puissances et posséder des alliances jugées hostiles par les grandes puissances sans aucune protection fiable ou sans armes de dissuasion stratégique peut coûter très cher. Le président brésilien Lula dit que ces actions évoquaient les pires moments d'ingérence des États-Unis en Amérique latine. Les présidents africains devraient prendre acte de ces situations et méditer à ces mots. La question n'est pas de savoir si le président Nicolás Maduro est un bon ou un mauvais président. La question est qu'est-ce que cette intervention américaine au Venezuela change pour la souveraineté des États dans le monde d'aujourd'hui. Si cette analyse vous a été d'une utilité quelconque, n'hésitez pas de vous abonner car nous allons continuer à l'avenir de décortiquer les sujets géopolitiques à ce niveau d'analyse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas de vous abonner pour qu'on continue à décortiquer ensemble l'analyse géopolitique mondiale et africaine.